Imagine une femme assise dans une pièce remplie de monde. Elle sourit, elle écoute, elle observe. Autour d'elle, les conversations s'enchaînent, les rires fusent, les opinions s'affrontent. Et elle est là, présente, attentive, mais silencieuse. Elle voit tout, elle ressent tout, mais elle ne dit rien. Est-ce que tu connais cette femme? Est-ce que tu es parfois cette femme? Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête ensemble sur quelque chose que l'on remarque rarement, parce que par définition, cela passe inaperçu. Je voudrais qu'on parle de ces femmes qui observent sans parler. De ce silence qui n'est pas vide, mais au contraire terriblement plein, plein de pensées, d'émotions, d'analyses, de réténues. Un silence qui dit beaucoup, même quand il ne dit rien. Je suis Christophe André, psychiatre et psychothérapeute, et depuis de nombreuses années, j'accompagne des hommes et des femmes dans leur chemin intérieur. Et parmi les thèmes qui reviennent le plus souvent dans mon cabinet, dans mes lectures, dans mes échanges, il y a cette question du silence féminin. Non pas le silence de l'indifférence, mais le silence de la profondeur. Le silence de celle qui a tant à dire qu'elle ne sait plus par où commencer, ou de celle qui a appris, au fil du temps, qu'il valait mieux se taire. Ce sujet me touche profondément, parce qu'il touche à quelque chose d'universel dans la condition humaine, et en même temps à quelque chose de très particulier dans l'expérience des femmes. Il touche à la façon dont nous apprenons à nous exprimer ou à ne pas le faire. Il touche à la confiance en soi, à la peur du jugement, à la sensibilité, à l'intelligence émotionnelle. Et il touche aussi parfois à des blessures anciennes que l'on n'a pas encore eu le courage de regarder en face. Alors aujourd'hui, pendant cette heure que nous allons partager ensemble, je voudrais qu'on explore ce monde intérieur, avec douceur, avec respect, avec curiosité. Parce que comprendre pourquoi on se tait, c'est déjà un premier pas vers la liberté de parler. Je t'invite à t'installer confortablement, peut-être à fermer les yeux quelques instants, à laisser les bruits du monde extérieur s'éloigner un peu et à te permettre d'être là, simplement là, avec toi-même. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que cela veut dire observer sans parler? On pourrait penser que c'est une attitude passive, que la personne qui s'était est moins présente, moins engagée, moins importante dans la dynamique d'un groupe. Mais c'est une erreur profonde. Et c'est une erreur que notre culture fait souvent parce que nous vivons dans un monde qui valorise la parole, l'affirmation, la visibilité. Celui qui parle fort est vu comme leader. Celui qui se tait est parfois perçu comme timide, effacé ou même incompétent. Mais regardons de plus près. La femme qui observe sans parler, elle fait quelque chose d'extraordinairement complexe. Elle capte les émotions des autres, elle analyse les dynamiques du groupe, elle perçoit les tensions non dites, les malaises cachés, les joies sincères et les joies de façade. Elle enregistre, elle traite, elle comprend. Et tout cela en temps réel sans que personne ne s'en rende compte. C'est un travail intérieur d'une richesse immense. Et c'est souvent un travail épuisant parce qu'il se fait dans l'ombre, sans reconnaissance, sans validation. Dans ma pratique clinique, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui m'ont dit des choses comme « Je vois tout ce qui se passe autour de moi, mais je ne sais jamais si j'ai le droit de le dire ». Ou encore, quand j'essaie de parler, j'ai l'impression que personne ne m'écoute vraiment. Ou j'ai peur de dire quelque chose de stupide, alors je préfère me taire. Ces phrases, elles révèlent quelque chose d'important. Elle révèle que le silence n'est pas un choix anodin. Il est le résultat d'une histoire, d'un apprentissage, d'une blessure parfois. Et comprendre cette histoire, c'est essentiel pour avancer. Alors explorons ensemble les différentes formes de ce silence observateur, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Il y en a plusieurs et chacune parle d'une réalité intérieure différente. La première forme, c'est le silence de la sensibilité aiguë. Il y a des femmes qui se taisent parce qu'elles ressentent trop intensément. Chaque mot qu'elles pourraient prononcer leur semble lourd de conséquences. Elles s'imaginent comment il sera reçu, comment il sera interprété, comment il pourrait blesser ou décevoir. Et dans cet excès de précaution, elles finissent par ne rien dire du tout. C'est une forme d'hypersensibilité qui est à la fois un don et un fardeau. Un don parce qu'elle permet une compréhension très fine des autres. Un fardeau parce qu'elle rend la communication ordinaire extraordinairement difficile. Je pense à une patiente que j'appellerai Marie. Marie était une femme d'une quarantaine d'années très intelligente, très cultivée, qui travaillait dans un environnement professionnel exigeant. Elle avait souvent des idées brillantes, des analyses pertinentes, des solutions créatives, mais elle ne les exprimait presque jamais. Parce qu'au moment où elle s'apprêtait à parler, elle commençait à anticiper les réactions. Et si quelqu'un n'était pas d'accord, et si son idée n'était pas aussi bonne qu'elle le pensait, si elle prenait trop de place et si les autres la trouvaient prétentieuse, et dans ce tourbillon de questions, le moment passait. Quelqu'un d'autre disait quelque chose de similaire et tout le monde applaudissait. Et Marie rentrait chez elle avec ce sentiment douloureux d'avoir raté quelque chose. Encore une fois, est-ce que tu te reconnais dans cette histoire, même un peu ?
Que vivait Marie, c'est quelque chose que les psychologues appellent parfois la rumination anticipatoire. C'est-à-dire que l'on rumine non pas sur ce qui s'est passé, mais sur ce qui pourrait se passer. On joue et rejoue des scénarios dans sa tête avant même d'avoir agi, et cela paralyse. Mais voilà ce qui est fascinant, cette capacité à anticiper, à imaginer les réactions des autres, à prendre en compte les perspectives multiples. C'est une forme d'intelligence sociale très développée. Le problème, c'est qu'elle est mal dirigée. Au lieu d'être au service de la communication, elle devient un obstacle à la communication. Alors comment on travaille avec ça? Comment on aide quelqu'un comme Marie? On commence par lui faire prendre conscience que son silence n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie de protection qui a été utile à un moment et qui maintenant lui coûte plus qu'elle ne lui apporte. Et on travaille doucement à rebâtir la confiance, à lui montrer que sa voix a de la valeur, que ses idées méritent d'être entendues, que prendre de la place, c'est son droit. La deuxième forme de silence observateur, c'est le silence appris, et celui-là, il est peut-être le plus courant et le plus profond. Nous apprenons très tôt, dans nos familles, dans nos écoles, dans nos cultures, ce qui est acceptable de dire et ce qui ne l'est pas. Et malheureusement, pour beaucoup de femmes, le message reçu a été « ta parole est moins importante, tais-toi, laisse parler les autres, sois gentil, ne fais pas de bruit », ce n'est pas toujours dit explicitement. Parfois, c'est dans les regards, dans les soupirs, dans les interruptions répétées, dans le fait que quand un homme dit la même chose qu'une femme, il est écouté et elle ne l'était pas. Ces micromolithes au fil des années et ils finissent par construire une conviction profonde. Ma parole ne vaut pas grand-chose et cette conviction, une fois installée, elle est très difficile à déraciner. Parce qu'elle ne se présente pas comme une conviction, elle se présente comme une évidence, comme la réalité. J'ai rencontré une femme que j'appellerais Sophie qui était venue me consulter pour de l'anxiété sociale. Elle me décrivait une difficulté à s'exprimer dans les groupes, une tendance à rester en retrait, à observer. Et quand on a commencé à explorer son histoire, on a découvert que dans sa famille d'origine, son père avait toujours eu le dernier mot. Sa mère se taisait, ses sœurs se taisaient. Et elle avait appris très naturellement que c'était comme ça que les choses fonctionnaient, que les femmes observaient et que les hommes parlaient. Ce n'était pas une règle écrite. Personne ne lui avait dit, mais elle l'avait absorbé comme on absorbe l'air qu'on respire. Et maintenant, adulte, dans sa vie professionnelle et personnelle, elle reproduisait ce schéma sans s'en rendre compte. Le travail thérapeutique avec Sophie a été un travail de prise de conscience, un travail pour voir ce schéma, le nommer, comprendre d'où il venait et ensuite, très progressivement, commencer à le questionner. À se demander, est-ce que c'est vraiment vrai que ma parole ne vaut rien? Qu'est-ce qui se passerait si je parlais? Qui a décidé que je devais me taire? Et quand on commence à poser ces questions, quelque chose se déplace intérieurement, pas tout de suite, pas facilement, mais quelque chose se déplace. Si ce contenu te touche, si tu sens qu'il parle de quelque chose que tu vis ou que tu as vécu, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer ce chemin ensemble. Chaque épisode est une invitation à mieux te comprendre et à avancer avec plus de douceur vers toi-même. Continuons. La troisième forme de silence observateur, c'est le silence de la sagesse. Et là, je veux être très clair, tout silence n'est pas pathologique, tout silence n'est pas le signe d'un problème. Il y a des femmes qui observent sans parler parce qu'elles ont compris quelque chose que beaucoup d'autres n'ont pas encore compris, que les mots ont un pouvoir immense et qu'ils méritent d'être choisis avec soin. Ces femmes-là ne se taisent pas par peur, elles se taisent par choix, elles observent parce qu'elles aiment comprendre avant d'agir, elles préfèrent écouter vraiment plutôt que de parler pour remplir le silence. Elles savent que parfois la meilleure contribution qu'on puisse apporter à une conversation, c'est une question bien posée ou une présence attentive. Dans les traditions contemplatives, dans les pratiques de méditation, dans la philosophie stoïcienne, on retrouve cette idée que le silence est une forme de sagesse, que celui qui parle peu mais bien est plus sage que celui qui parle beaucoup et mal. Et il y a une beauté dans ces femmes qui observent avec sagesse. Elles sont souvent celles vers qui les autres se tournent dans les moments difficiles, parce qu'elles écoutent vraiment, parce qu'elles ont cette qualité rare de la présence attentive. Mais même pour ces femmes-là, il y a parfois une question à se poser. Est-ce que mon silence est toujours un choix libre? Ou est-ce qu'il y a des moments où je me tais par sagesse, mais d'autres moments où je me tais par peur et où je me raconte que c'est de la sagesse pour ne pas avoir à l'admettre? C'est une question honnête. Et elle mérite une réponse honnête, parce que la frontière entre le silence choisi et le silence subi peut être très mince, et parfois on a besoin d'un regard extérieur pour la voir. La quatrième forme de silence, c'est le silence de la protection. Et celui-là, il est souvent lié à des expériences douloureuses. Il y a des femmes qui ont appris que parler était dangereux,
qu'exprimer ce qu'elle pensait ou ressentait pouvait entraîner des conséquences, des critiques, des rejets, des conflits, parfois même, dans des situations plus graves, des violences. Et alors, le silence devient une armure, une façon de se protéger, de ne pas donner de prise, de rester à l'abri derrière ce mur invisible. Ce silence-là, il est compréhensible. Il est même intelligent dans un certain sens parce qu'il a permis à ces femmes de survivre dans des environnements qui n'étaient pas sûrs pour elles. Mais le problème, c'est que cette armure, une fois qu'on l'a enfilée, elle est difficile à retirer. Même quand l'environnement change, même quand on est dans un endroit sûr, même quand on est entouré de personnes bienveillantes. Le corps et le psychisme continuent à se protéger parce qu'ils ont appris que c'était nécessaire. Je pense à une femme que j'appellerais Claire. Claire avait grandi dans une famille où les émotions n'avaient pas leur place. Son père était autoritaire et toute expression de désaccord ou de tristesse était rapidement réprimée. Elle avait appris à ne rien montrer, à ne rien dire, à être parfaite et silencieuse. Adulte, elle était dans une relation amoureuse avec un homme doux et attentionné, mais elle ne pouvait pas s'ouvrir à lui. Chaque fois qu'il lui demandait ce qu'elle ressentait, elle disait que tout allait bien. Chaque fois qu'il y avait un conflit à gérer, elle se fermait. Et lui ne comprenait pas. Il se sentait exclu, rejeté. Ce que Claire ne savait pas encore, c'est que son silence n'était pas dirigé contre lui. C'était un réflexe de survie hérité d'une autre époque. Et le travail thérapeutique a consisté à l'aider à distinguer le passé du présent, à apprendre que dans cet espace-là, avec cet homme-là, elle pouvait risquer de parler. Que les conséquences ne seraient pas les mêmes qu'autrefois. C'est un travail lent, c'est un travail qui demande du courage, mais c'est un travail qui libère. Maintenant, j'aimerais qu'on s'arrête un moment sur quelque chose que je trouve particulièrement important, et c'est la question de l'observation elle-même, parce que j'ai dit que ces femmes observent. Mais qu'est-ce qu'elles observent exactement? Et que font-elles de ce qu'elles voient? Les femmes qui observent sans parler développent souvent une acuité perceptive extraordinaire. Elles lisent les visages, les postures, les intonations, elles perçoivent les non-dits, les tensions sous-jacentes, les émotions que les autres ne montrent pas. Elles savent quand quelqu'un souffre, même quand cette personne dit que tout va bien. Elles savent quand une relation est en danger, même quand tout semble calme en surface. C'est ce qu'on appelle parfois l'intelligence émotionnelle. Et les recherches en psychologie montrent que les femmes, en moyenne, ont des scores plus élevés que les hommes sur certaines dimensions de l'intelligence émotionnelle, notamment la reconnaissance des émotions chez les autres. Mais cette intelligence émotionnelle, si elle n'est pas accompagnée d'une capacité à communiquer, peut devenir une source de souffrance, parce qu'on voit tout, on ressent tout, mais on ne peut pas le partager. On porte seul le poids de tout ce qu'on perçoit. Imaginez quelqu'un qui a une vision extraordinairement claire, mais qui est dans une pièce dont les fenêtres sont fermées. Elle voit tout ce qui se passe dehors, mais elle ne peut pas y participer. Elle ne peut pas influencer ce qu'elle voit. Elle est spectatrice quand elle aimerait être actrice. C'est parfois ce que vivent ces femmes. Et c'est épuisant, et c'est frustrant, et c'est solitaire. Parce que l'intelligence émotionnelle, quand elle est vécue dans le silence, peut aussi se retourner contre soi. On commence à analyser non seulement les autres, mais aussi soi-même. On se juge, on se critique, on se demande pourquoi on est comme ça. Pourquoi on ne peut pas juste parler comme tout le monde semble le faire si facilement. Et là, il y a quelque chose d'important à dire. Ce que tu vis, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut de caractère. C'est une façon d'être au monde qui a ses raisons et qui a aussi ses forces. Et le chemin n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Le chemin est de devenir plus pleinement toi-même. Si ce que tu entends résonne en toi, je t'invite à continuer ce voyage avec moi en t'abonnant à cette chaîne. Ensemble, on explore ces territoires intérieurs avec la douceur et la profondeur qu'ils méritent. Parlons maintenant de quelque chose que j'aime beaucoup aborder, parce que je pense qu'il est souvent mal compris. C'est la question de la timidité. Beaucoup de femmes qui observent sans parler se définissent elles-mêmes comme timides, et elles le disent souvent avec une sorte de honte, comme si la timidité était quelque chose dont il fallait se débarrasser au plus vite, comme si c'était un défaut. Mais la timidité, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est une sensibilité accrue aux situations sociales. C'est une tendance à être plus conscient du regard des autres. C'est une forme d'attention particulière à l'environnement social. Et oui, cette sensibilité peut être inconfortable. Elle peut créer de l'anxiété dans les situations nouvelles ou dans les grands groupes, mais elle est aussi associée à des qualités très précieuses. L'empathie, la réflexion, la profondeur des relations, la capacité à être vraiment présent à l'autre. Les recherches de Susan Cain, qui a écrit un livre magnifique sur l'introversion, montrent que les personnes introverties et timides ont souvent des capacités de concentration, de réflexion et de créativité qui sont remarquables.
Et que notre culture, en valorisant systématiquement l'extraversion, passe à côté d'une immense richesse. Ce n'est pas que les femmes timides doivent apprendre à devenir extraverties, c'est que notre monde doit apprendre à faire de la place pour les voix douces, pour les pensées lentes et profondes, pour les personnes qui ont besoin de temps avant de parler. Et toi, si tu es une de ces personnes, je voudrais te dire quelque chose. Ta façon d'être au monde est valide, elle est précieuse et elle mérite d'être respectée d'abord par toi-même. Maintenant, il y a un aspect de ce sujet que je ne peux pas éviter et c'est la dimension sociale et culturelle parce que les femmes qui observent sans parler ne vivent pas dans un vide. Elles vivent dans des sociétés qui ont des attentes très précises sur ce que les femmes doivent être et comment elles doivent se comporter. Et dans beaucoup de cultures, encore aujourd'hui, la femme qui parle fort, qui s'affirme, qui prend de la place est perçue négativement, on l'a dit agressive, dominatrice, difficile, alors que le même comportement chez un homme est admiré, vu comme du leadership, de la confiance en soi. Ce double standard crée une pression énorme et il pousse beaucoup de femmes vers le silence, non pas parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'elles ont appris que le prix à payer pour parler est trop élevé. C'est ce que les chercheurs appellent parfois le coût social de l'affirmation féminine. Et il est réel, il est documenté et il est profondément injuste. Mais voilà ce que j'observe aussi, les choses changent. Lentement, imparfaitement, mais elles changent. Il y a de plus en plus d'espaces où la parole des femmes est valorisée, respectée, amplifiée. Et chaque femme qui trouve le courage de parler dans sa famille, dans son travail, dans sa communauté, contribue à créer ces espaces pour celles qui viennent après elle. Ce n'est pas une responsabilité facile à porter. Et je ne veux pas dire que c'est à chaque femme de changer le monde toute seule, mais il y a quelque chose de profondément beau dans l'idée que ta voix à toi, peut avoir un impact au-delà de toi. Revenons maintenant à quelque chose de plus intime, parce que je veux qu'on parle de ce qui se passe à l'intérieur quand on observe sans parler. Dans ce silence, une vie intérieure d'une richesse extraordinaire. Les femmes qui observent sans parler pensent beaucoup. Elles réfléchissent, elles analysent, elles imaginent, elles créent. Leur monde intérieur est vaste, complexe, nuancé. Et parfois, elles ont l'impression que personne ne peut vraiment comprendre ce monde, que si elles essayaient de l'exprimer, les mots seraient insuffisants. Que la réalité de leur expérience intérieure est trop subtile, trop complexe pour être traduite en langage ordinaire. C'est une forme de solitude particulière. Pas la solitude de l'isolement, mais la solitude de l'incompréhension. La solitude de celle qui se sent différente, qui se demande si quelqu'un d'autre vit les choses comme elle les vit. Et je veux te dire quelque chose d'important à ce souquet. Cette solitude-là, elle est plus répandue que tu ne le penses. Il y a beaucoup de femmes qui ressentent exactement ce que tu ressens, qui ont cette vie intérieure riche et silencieuse, qui observent le monde avec cette intensité particulière et qui se demandent si quelqu'un les comprend vraiment. Tu n'es pas seul dans cette expérience. Et le fait que tu sois là à écouter ces mots, c'est peut-être déjà un signe que tu cherches cette connexion, cette reconnaissance. Et c'est précieux, parce que chercher à être compris, c'est déjà une forme de courage. Parlons maintenant de quelque chose de pratique, parce que la psychologie c'est bien, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on en fait dans sa vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on est une femme qui observe sans parler et qu'on souhaite trouver un équilibre différent? Quand on veut garder les richesses de cette façon d'être tout en s'autorisant à prendre plus de place. La première chose, et c'est peut-être la plus importante, c'est de commencer par s'écouter soi-même. Avant de chercher à parler aux autres, il faut apprendre à s'entendre, à reconnaître ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on veut. Parce que beaucoup de femmes qui observent sans parler ont aussi du mal à s'écouter elles-mêmes. Elles sont tellement attentives aux autres qu'elles en oublient d'être attentives à elles-mêmes. Une pratique simple que je recommande souvent, c'est d'écrire. Pas nécessairement pour être lu, juste pour soi. Prendre quelques minutes chaque jour pour mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a observé, sur ce qu'on aurait voulu dire. C'est une façon de donner de la voix à ce monde intérieur, même si c'est d'abord dans la sécurité du papier. La deuxième chose, c'est de commencer petit. Si parler dans un grand groupe est difficile, commencez par parler dans les petits espaces avec une amie de confiance dans un cadre bienveillant sur des sujets qui ne sont pas trop chargés émotionnellement. Et progressivement élargir le cercle. Chaque petite victoire compte. Chaque fois qu'on dit quelque chose qu'on aurait gardé pour soi, c'est une victoire. Même si ce n'est pas parfait, même si la voix tremble un peu. La troisième chose, c'est de travailler sur la croyance que la parole est dangereuse, parce que souvent, c'est là que tout se joue. Si on croit profondément que parler va entraîner des conséquences négatives, on ne parlera pas. Alors il faut questionner cette croyance, la tester doucement. Se demander qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai parlé. Est-ce que c'était vraiment si terrible? Est-ce que les conséquences que je craignais se sont produites?
Souvent on découvre que nos peurs étaient plus grandes que la réalité, que parler même imparfaitement n'a pas eu les effets catastrophiques qu'on imaginait. Et la quatrième chose, c'est de chercher des espaces sûrs. Et des espaces où l'on se sent libre de parler. Ce peut être un groupe de parole, un cercle de femmes, une thérapie, une amitié profonde. Des espaces où l'on est écouté sans jugement, où l'on peut pratiquer l'expression de soi en toute sécurité. Parce que la parole, comme toute compétence, ça s'apprend, ça se pratique. Et ça se développe dans des environnements favorables. Si ce que tu entends te donne envie d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. C'est une façon simple de contribuer à ce que ces réflexions touchent le plus de personnes possible. J'aimerais maintenant aborder un aspect que je trouve fascinant et qui est souvent négligé dans les discussions sur ce sujet. C'est la question de la créativité et de l'observation. Il y a un lien très profond entre la capacité d'observer et la créativité. Les grands artistes et grands écrivains, les grands penseurs sont souvent des observateurs extraordinaires. Ils voient ce que les autres ne voient pas, ils perçoivent les détails, les nuances, les connexions invisibles, et beaucoup de femmes qui observent sans parler ont cette qualité en elles, cette capacité à voir le monde avec une acuité particulière, à remarquer la façon dont la lumière change dans une pièce, à percevoir le changement subtil dans l'humeur d'un ami, à trouver des connexions entre des idées que personne d'autre n'a reliées. Cette observation silencieuse est souvent à l'origine d'une créativité extraordinaire, parce que la créativité ne naît pas du bruit, elle naît du silence, du recul, de la contemplation. Les journaux intimes des grandes écrivaines, les carnets de notes des artistes et les réflexions des philosophes témoignent tous de cette même vérité. C'est dans le silence de l'observation que les idées les plus profondes prennent forme. Alors si tu es une femme qui observe sans parler, je t'invite à regarder ton silence non pas comme un manque, mais comme une source de créativité, d'insight, de profondeur. Une façon d'être au monde qui a ses propres richesses. La question n'est pas de devenir quelqu'un qui parle beaucoup. La question est de trouver les bons canaux pour exprimer ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu penses. Et ces canaux peuvent être très différents selon les personnes. L'écriture, la peinture, la musique, la danse, la conversation intime, le travail thérapeutique, il n'y a pas une seule façon d'exprimer sa vie intérieure, mais il y a une nécessité de l'exprimer parce que ce qui reste enfermé à l'intérieur finit par paisser, par s'accumuler, par créer une pression qui cherche une sortie. Et parfois, cette sortie se fait de façon incontrôlée. Par des crises d'anxiété, par de la dépression, par des somatisations, par des explosions émotionnelles qui semblent disproportionnées, parce que ce qu'on n'a pas pu exprimer en mots cherche d'autres voies. C'est pourquoi trouver sa façon d'exprimer sa vie intérieure n'est pas un luxe, c'est une nécessité psychologique. Je veux aussi parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est la question des relations et de l'intimité. Les femmes qui observent sans parler ont souvent des relations très profondes avec un petit cercle de personnes. Elles ne sont pas à l'aise dans les relations superficielles, dans les conversations légères, dans les mondanités, mais quand elles font confiance à quelqu'un, quand elles s'ouvrent, la profondeur de la connexion est extraordinaire. Elles sont des amies loyales, des partenaires attentifs, des confidentes précieuses. Parce qu'elles ont cette capacité d'écoute, cette présence, cette sensibilité qui rendent les relations avec elles particulièrement riches. Mais cette façon d'être en relation a aussi ses défis. Parce que les personnes extraverties qui fonctionnent différemment peuvent parfois se sentir rejetées par ce silence. Elles peuvent l'interpréter comme de la froideur, de l'indifférence ou du désintérêt, alors qu'en réalité c'est tout le contraire. Et là, il y a un travail de communication important à faire, non pas pour changer qui on est, mais pour expliquer comment on fonctionne. Pour dire à ceux qu'on aime, je suis là, je suis présente, je t'écoute, mon silence n'est pas un manque d'amour, c'est ma façon d'être avec toi. Ce type de communication sur sa propre façon d'être, ce qu'on appelle parfois la métacommunication, est extrêmement précieux dans les relations parce qu'il permet à l'autre de comprendre et donc de mieux vivre avec nos particularités. Pour la femme qui observe sans parler, apprendre à dire comment elle fonctionne, c'est déjà une forme de prise de parole importante. C'est déjà une façon de se montrer, de se rendre visible, même si c'est à travers l'explication de son silence. Continuons avec quelque chose que je veux aborder avec beaucoup de délicatesse. C'est la question de la souffrance qui peut accompagner ce mode de fonctionnement, parce que je ne veux pas idéaliser le silence observateur. Je ne veux pas laisser entendre que tout va bien pour ces femmes, que leur façon d'être est toujours vécue de façon positive. La réalité est plus complexe. Beaucoup de femmes qui observent sans parler souffrent. Elles souffrent de la solitude que j'ai mentionnée. Elles souffrent du sentiment de ne pas être comprises, de ne pas avoir leur place, de passer à côté de quelque chose.
Elles souffrent parfois de la frustration de voir leurs idées, leurs intuitions, leurs perceptions ignorées ou attribuées à d'autres. Et elles souffrent aussi parfois d'une forme d'auto-effacement qui va plus loin que le simple silence. D'une tendance à se mettre en retrait, à se minimiser, à croire que leur bonheur ou leur confort est moins important que celui des autres. C'est ce qu'on appelle parfois le syndrome de la bonne fille. Cette tendance à s'oublier soi-même pour prendre soin des autres, à mettre ses propres besoins en dernier, à croire qu'exprimer ses désirs ou ses limites serait égoïste. Et ce syndrome-là, il est souvent lié à l'histoire familiale, à des messages reçus très tôt sur ce qu'est une bonne fille, une bonne femme. Des messages qui disent que la valeur d'une femme réside dans sa capacité à donner, à se sacrifier, à être disponible pour les autres. Ces messages sont profondément ancrés. Et les démonter demandent du temps, du courage et souvent un accompagnement. Mais il y a une vérité simple que je veux partager avec toi. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu t'épuises à prendre soin des autres en t'oubliant toi-même, il viendra un moment où tu n'auras plus rien à donner. Prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme. C'est une condition nécessaire pour pouvoir vraiment être présente pour ceux que tu aimes. Et apprendre à parler de tes besoins, à exprimer tes limites, à dire ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, c'est une façon de prendre soin de toi. C'est une façon de te respecter. Et c'est une façon d'inviter les autres à te respecter aussi. Abordons maintenant un territoire que je trouve particulièrement riche, et c'est celui de la transformation. Parce que tout ce qu'on a exploré jusqu'ici n'est pas une fatalité, ce n'est pas une condamnation, c'est un point de départ. La psychologie nous enseigne quelque chose de fondamental. Nous sommes des êtres en changement. Notre cerveau est plastique, nos habitudes sont modifiables, nos croyances peuvent évoluer. Ce que nous avons appris peut être désappris. Que nous avons construit comme mécanisme de protection peut être transformé en quelque chose de plus libre. Et cette transformation, elle commence par la conscience, par le fait de voir ce qu'on fait, pourquoi on le fait et ce que cela nous coûte. Si tu es une femme qui observe sans parler et que tu te reconnais dans certaines des descriptions que j'ai faites, la première étape n'est pas de changer. La première étape est simplement de regarder avec bienveillance ce mode de fonctionnement, de le comprendre et de l'accueillir, même avec une forme de compassion pour toi-même, parce que tu n'as pas choisi de fonctionner comme ça. Tu as développé ces façons d'être pour des raisons qui avaient du sens à un moment de ta vie, et tu mérites d'être regardé avec douceur, pas avec jugement. La deuxième étape, c'est de te demander ce que tu voudrais. Pas ce que tu devrais faire, pas ce que les autres attendent de toi, mais ce que toi tu voudrais. Est-ce que tu voudrais parler plus librement? Est-ce que tu voudrais te sentir plus à l'aise dans les situations sociales? Est-ce que tu voudrais que ta voix soit entendue dans certains contextes particuliers? Clarifier ce que tu veux, c'est essentiel. Parce que le changement sans direction claire est épuisant et décourageant. Mais le changement qui va vers quelque chose que tu désires vraiment, quelque chose qui a du sens pour toi. Ce changement-là a de l'énergie. Et la troisième étape, c'est de commencer. Pas de tout changer d'un coup, pas de te transformer du jour au lendemain, mais de faire un tout petit pas, un seul, aujourd'hui, cette semaine. Peut-être que ce tout petit pas, c'est de dire à quelqu'un ce que tu penses vraiment d'une situation. Peut-être que c'est de lever la main en réunion pour partager une idée. Peut-être que c'est d'écrire dans un journal ce que tu n'as pas pu dire à voix haute. Peut-être que c'est de prendre rendez-vous avec un thérapeute. Il n'y a pas de petits pas. Tous les pas comptent. Et chaque pas te rapproche un peu plus de cette version de toi-même qui est plus libre, plus entière, plus présente à sa propre vie. Je voudrais maintenant partager avec toi une réflexion qui m'accompagne depuis longtemps. C'est l'idée que le silence et la parole ne sont pas des opposés, ils sont complémentaires. Les grandes traditions de sagesse, qu'elles soient philosophiques, spirituelles ou psychologiques, nous disent toute la même chose. La qualité de notre parole dépend de la qualité de notre silence. Celui qui n'a jamais appris à se taire ne sait pas vraiment parler, et celui qui ne sait que se taire n'a pas encore trouvé sa voix. L'idéal, ce n'est pas de parler tout le temps. L'idéal, c'est de savoir quand parler et quand se taire. C'est d'avoir le choix, c'est de ne pas être prisonnier du silence, ni prisonnier du bruit. Et pour les femmes qui observent sans parler, le chemin n'est pas de devenir des femmes qui parlent sans observer. Le chemin est de garder cette richesse de l'observation, cette profondeur de la perception, tout en ajoutant la liberté de la parole, tout en s'autorisant à partager ce qu'on voit, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. C'est un équilibre délicat. Et il est différent pour chacune, mais c'est un équilibre qui est possible et qui vaut la peine d'être cherché. Il y a quelque chose d'autre que je veux aborder et c'est la question du corps.
Parce que le silence n'est pas seulement une réalité psychologique, il est aussi une réalité corporelle. Quand on retient sa parole, quand on avale ses mots, quand on garde tout à l'intérieur, le corps emporte les traces. Les tensions dans la gorge, les épaules crispées, la respiration courte, les maux de tête, les douleurs au ventre. Ces manifestations physiques sont souvent le signe que quelque chose cherche à s'exprimer et n'y arrive pas. Et inversement, quand on commence à s'exprimer, quand on trouve les mots pour dire ce qu'on ressent, le corps se détend, la respiration s'approfondit, les épaules descendent. Il y a une forme de soulagement physique qui accompagne la libération de la parole. C'est pourquoi les pratiques corporelles peuvent être très utiles pour les femmes qui observent sans parler. Le yoga, la danse, la respiration consciente, le chant, toutes ces pratiques qui impliquent le corps dans l'expression peuvent aider à débloquer ce qui est retenu, peuvent créer un espace de sécurité pour que quelque chose commence à bouger. Parce que parfois, avant de trouver les mots, il faut d'abord trouver le souffle. Avant de parler à voix haute, il faut d'abord apprendre à respirer librement. Et je trouve ça beau, cette idée que la libération de la parole passe aussi par le corps, que ce n'est pas seulement un travail de la tête, mais un travail de tout l'être. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Chaque épisode est une invitation à explorer ces territoires de la psychologie humaine avec douceur et profondeur. Et ton soutien m'aide à continuer à créer ce contenu pour toi et pour tous ceux qui en ont besoin. J'aimerais maintenant parler de quelque chose qui me semble fondamental dans tout ce parcours. C'est la question de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est souvent ce qui manque aux femmes qui observent sans parler. Pas la confiance dans leur intelligence, ni dans leur perception, ni dans leur sensibilité. Mais la confiance dans le fait que ce qu'elles ont à dire mérite d'être entendu, que leur voix a de la valeur, que leur présence dans une conversation enrichit cette conversation. Et cette confiance-là, elle ne tombe pas du ciel. Elle se construit progressivement à travers des expériences positives d'expression de soi, à travers des moments où on a parlé et où on a été écouté, à travers des relations où on s'est senti en sécurité pour être soi-même. Mais elle s'est construite aussi à travers un travail intérieur, à travers la façon dont on se parle à soi-même. Parce que beaucoup de femmes qui observent sans parler ont une voix intérieure très critique. Une voix qui dit « tu es trop sensible, tu exagères ce que tu penses et ce n'est pas intéressant, tu vas déranger tout le monde si tu parles ». Et cette voix-là, il faut apprendre à la reconnaître, à la nommer et à lui répondre avec une autre voix plus douce, plus juste, plus bienveillante, une voix qui dit « ce que tu ressens c'est valide, ce que tu penses c'est intéressant, tu as le droit de prendre de la place, tu as le droit d'être entendu ». Ce travail de la voix intérieure, c'est un travail de longue haleine, mais c'est peut-être le travail le plus important qu'on puisse faire. Parce que la façon dont on se parle à soi-même détermine en grande partie la façon dont on se comporte dans le monde. Si tu te parles avec mépris, tu te comporteras comme quelqu'un qui mérite le mépris. Si tu te parles avec respect, tu te comporteras comme quelqu'un qui mérite le respect. Et tu mérites le respect, tu mérites d'être entendu, tu mérites de prendre de la place. Laisse-moi te partager maintenant une réflexion sur quelque chose que j'observe souvent dans mon travail. C'est le moment de la révélation. Ces moments où une femme, après des semaines ou des mois de travail, dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne. Quelque chose qu'elle avait gardé enfermé en elle depuis longtemps. Et ce moment-là, il est toujours extraordinaire, pas parce que ce qu'elle dit est forcément dramatique ou révolutionnaire, mais parce que l'acte de le dire, de mettre des mots sur quelque chose qui était resté sans mots, a quelque chose de profondément libérateur. Il y a une expression que j'aime beaucoup qui vient de la tradition psychanalytique, le pouvoir du mot, l'idée que nommer quelque chose, c'est déjà le transformer. Que mettre des mots sur une expérience, c'est lui donner une forme, une consistance, une réalité partageable. Et c'est vrai, quand on dit à voix haute quelque chose qu'on avait gardé en soi, quelque chose change. Pas seulement pour soi, mais dans la relation avec l'autre. Parce qu'on a créé un pont, on a tendu la main, on a dit « voilà ce qui est en moi, voilà qui je suis ». Et parfois, cet acte simple, cet acte de dire est le début de tout, le début d'une relation plus authentique, le début d'une compréhension de soi plus profonde, le début d'une vie plus libre. Je veux aussi aborder un sujet qui est souvent tabou, et c'est celui de la colère. Parce que les femmes qui observent sans parler ont souvent une relation difficile avec la colère. La colère est une émotion naturelle, saine, nécessaire. Elle nous signale que quelque chose ne va pas, que nos limites ont été franchies, que nos besoins ne sont pas respectés. C'est une émotion qui a une fonction importante dans notre vie psychique, mais pour beaucoup de femmes, la colère est une émotion interdite. On leur a appris que les femmes en colère sont hystériques, difficiles, incontrôlables, que la colère n'est pas féminine, qu'une bonne femme ne se met pas en colère. Et alors que fait-on de cette colère qu'on ne peut pas exprimer? On la ravale, on la retient, on la transforme, parfois en tristesse, parfois en anxiété, parfois en une forme de résignation silencieuse.
Et cette colère retenue, elle a des effets, elle pèse, elle ronge, elle crée de la tension intérieure. Et parfois, elle finit par exploser de façon disproportionnée sur quelque chose de petit parce qu'elle a trop longtemps été comprimée. Apprendre à accueillir sa colère, à la reconnaître, à lui donner une expression saine, c'est une partie importante du chemin vers une expression de soi plus libre. Parce que la colère, quand elle est bien canalisée, peut être une source d'énergie, de clarté, de changement. Elle peut nous dire non, ça ne me convient pas. Non, ce n'est pas acceptable. Non, je mérite mieux que ça. Et ces noms-là, ils sont précieux, ils sont la base sur laquelle on construit des frontières saines, des relations respectueuses, une vie qui nous ressemble. Alors si tu as une colère en toi que tu n'as jamais osé exprimer, je t'invite à lui faire une petite place, pas à l'exploser sur les autres, mais à la reconnaître, à lui dire « je te vois, je sais que tu es là ». Et je vais apprendre à t'écouter. Approchons maintenant de la fin de notre voyage ensemble. Et avant de conclure, je veux aborder un dernier thème qui me semble essentiel. C'est celui de l'authenticité. L'authenticité, c'est cette qualité rare de vivre en accord avec ce qu'on est vraiment, de ne pas jouer un rôle, de ne pas porter un masque, d'être soi-même avec ses forces et ses fragilités, ses certitudes et ses doutes, ses joies et ses peines. Pour les femmes qui observent sans parler, le chemin vers l'authenticité passe souvent par une question fondamentale. Qui suis-je au-delà de mon silence? Qu'est-ce que je pense vraiment? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ces questions peuvent sembler simples, mais elles ne le sont pas parce que quand on a passé des années à s'effacer, à s'adapter, à mettre les autres en premier, on peut perdre le contact avec soi-même. On peut ne plus savoir ce qu'on veut, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Parce qu'on a tellement l'habitude de se demander ce que les autres veulent, pensant, ressentant, et retrouver ce contact avec soi-même, c'est un travail de douceur et de patience. Un travail qui demande du temps et de l'espace, mais c'est un travail qui en vaut la peine, parce qu'au bout de ce chemin, il y a quelque chose de précieux. Il y a soi, il y a cette femme unique avec sa sensibilité particulière, sa façon de voir le monde, sa richesse intérieure, et cette femme-là mérite d'être connue, d'abord par elle-même. Et ensuite, peut-être par ceux qui ont la chance de l'avoir dans leur vie. Voilà, nous arrivons au terme de ce voyage. Et je veux prendre le temps de récapituler ce que nous avons exploré ensemble, parce que je crois que ces idées méritent d'être emportées avec soi. Nous avons parlé des femmes qui observent sans parler. Nous avons vu que ce silence peut prendre plusieurs formes très différentes. Il y a le silence de la sensibilité aiguë de celle qui ressent trop intensément pour oser parler. Il y a le silence appris de celle qui a reçu des messages très tôt lui disant que sa parole valait moins. Il y a le silence de la sagesse de celle qui choisit de parler peu mais bien. Et il y a le silence de la protection de celle qui s'est construit une armure pour se mettre à l'abri. Nous avons vu que ces femmes ont souvent une intelligence émotionnelle et une acuité perceptive extraordinaire, qu'elles voient des choses que les autres ne voient pas, qu'elles portent une richesse intérieure immense, mais que cette richesse, quand elle reste enfermée, peut devenir une source de souffrance. Nous avons parlé de la timidité, non pas comme un défaut, mais comme une sensibilité qui a ses propres forces. Nous avons parlé des pressions culturelles et sociales qui poussent les femmes vers le silence. Nous avons parlé de la créativité qui naît de l'observation silencieuse. Et nous avons parlé des relations, de l'intimité, de la façon dont ce silence peut être à la fois une richesse et un obstacle dans les liens avec les autres. Nous avons exploré des pistes concrètes pour avancer. S'écouter soi-même d'abord. Commencer petit. Questionner les croyances qui rendent la parole dangereuse. Trouver des espaces sûrs pour pratiquer l'expression de soi. Et nous avons parlé de transformation. De la possibilité de garder les richesses de ce mode de fonctionnement tout en ajoutant la liberté de la parole. Parce que le chemin n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Le chemin est de devenir plus pleinement soi-même. Je veux terminer avec quelque chose que j'ai envie de te dire directement à toi qui as écouté jusqu'ici, si tu te reconnais dans ce portrait. Si ces mots ont résonné en toi, si tu as senti à un moment ou à un autre que je parlais de quelque chose que tu connais de l'intérieur, alors je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Il y a des millions de femmes dans le monde qui partagent cette expérience, ce sentiment de voir beaucoup et de dire peu. Cette vie intérieure riche et silencieuse. Cette tension entre ce qu'on exprime et toutes ces femmes, avec leur silence et leurs observations, contribuent à la richesse du monde d'une façon qui n'est pas toujours visible, mais qui est profondément réelle. Ton silence n'est pas un vide. C'est un espace plein de pensées, d'émotions, de perceptions, de sagesse, et tu as le droit de choisir quand et comment tu veux partager ce que cet espace contient. Tu as le droit de parler. Tu as le droit de te taire, tu as le droit d'être exactement qui tu es
tout en continuant à grandir, à évoluer, à devenir chaque jour un peu plus libre. Et ce chemin vers la liberté, vers l'authenticité, vers une expression de soi plus pleine, c'est un chemin qui vaut la peine d'être marché, même s'il est lent, même s'il est parfois difficile, même s'il demande du courage. Parce qu'au bout de ce chemin, il y a quelque chose de précieux, il y a une vie qui te ressemble vraiment, une vie où tu as ta place, une vie où ta voix, quelle que soit sa forme, est entendue, et ça vaut tout. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Ce temps que tu as pris pour toi, pour réfléchir, pour te comprendre un peu mieux, c'est déjà un acte de soin envers toi-même, et je t'en suis reconnaissant. Si ce contenu t'a été utile, si ces réflexions t'ont touché ou t'ont donné matière à penser, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être une amie, une sœur, une collègue que tu reconnais dans ce portrait, parce que parfois offrir un épisode comme celui-ci, c'est offrir quelque chose de précieux. C'est dire à l'autre « je te vois, je pense à toi ». Et je crois que tu mérites de te comprendre mieux. On se retrouve dans le prochain épisode, avec la même douceur, la même curiosité, le même désir de comprendre ensemble ce qui fait la profondeur et la beauté de l'expérience humaine. Prends soin de toi.